Direct de la tribu d'Easo à Lifou à l'occasion de la fête du miel et du santal. Et pour cette toute première émission décentralisée, jamais réalisée à Lifou, bien sûr comme à l'accoutumée dans Sans Détour, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions Internet, Facebook et Twitter. Vous pouvez les poser d'ores et déjà à présent avec le hashtag Sans Détour NC. Ce soir, nous parlons pendant une heure du développement économique des îles Loyauté. Vous le savez, depuis 2 ans, l'exécutif provincial, au lendemain des élections, a mis en place une direction, une nouvelle orientation politique et a créé une direction de l'économie intégrée. Aujourd'hui, 2 ans après, ce développement économique intégré, inspiré par les autorités coutumières du Wedge, s'impose, original dans sa conception. Il permet de fortes retombées en termes d'emploi et de revenus. Et tout notre débat ce soir sera d'essayer de comprendre comment cette économie intégrée fonctionne, quels secteurs sont concernés prioritairement, notamment le tourisme qui connaît un essor, vous le savez, vous l'avez vu dans le journal de ce soir, et pourquoi ce développement économique est mieux adapté, dirons-nous, à l'économie des îles en milieu tribal, en milieu kanak, contrairement à une économie plus classique, dirons-nous. Et voici les invités qui ont accepté de participer en direct avec nous à ce débat. William Ihagué, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la SODIL, la Société de développement des îles Loyauté. Avec nous aussi Jules Nekoeng, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérant de Terre des Verts, une entreprise, vous êtes entrepreneur et vous êtes un pionnier du tourisme aux îles. Avec nous 2 femmes, Isabelle Laran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice d'Initiative Nouvelle-Calédonie, il y a une initiative NC, et Isabelle Béaronnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la commission développement intégré à la province des îles. Dans la deuxième partie de l'émission, comme à l'accoutumée, nous recevons 2 invités ce soir. Le président de l'exécutif provincial, Nekone Peoun, et un coutumier, responsable coutumier du district du Wedge, Obao Geiazé. Ils nous expliqueront tous les 2 leurs priorités en termes de développement et répondront aussi aux questions, à vos questions des internautes. Mais avant d'ouvrir le débat, c'est une tradition dans Sans Détour. Petit retour en arrière, il y a 20 ans, en 1996, on ouvrait l'hôtel Djéou Village sur terre coutumière. Et il faut dire que c'était une première. Aujourd'hui, 20 ans après, la structure, eh bien, elle a 27 salariés et 30 bungalows, dont 2 suites. Alors on regarde ce reportage de René Ixeko et de Christian Coccol et on ouvre le débat ensuite. Regardez. Cette présentation officielle du personnel de Djéou Village aux représentants du GDLP Sinoz Juanono donne le coup d'envoi et le démarrage de cet ensemble hôtelier flambant neuf. Cette première coutume s'adresse donc aux propriétaires terriens et au grand chef Pierre Zéoula et son représentant. Ces jeunes sortent tout juste de leur formation qui aura duré presque 1 an. Tous ont été formés par le TFPA et c'était aujourd'hui leur baptême du feu en situation réelle. Djéou Village ne rentrera pas en concurrence avec les structures existantes. Au contraire, cet hôtel 2 étoiles souhaite créer une dynamique de développement touristique avec des retombées directes sur l'économie de l'île. C'est un hôtel qui va créer aujourd'hui des effets d'entraînement sur l'ensemble, sur les autres secteurs d'activité de l'économie provinciale. Et je pense notamment à des producteurs agricoles qui pourront venir vendre ici à l'hôtel leurs produits, pareil pour les pêcheurs, etc. Alors il est certain qu'il y aura d'autres retombées. Nos clients pourront plonger, pourront faire de la pêche au gros, s'intéressant également aux excursions terrestres. Et ça, nous avons opté, nous avons opté pour que ces différentes activités qui tournent autour de l'hôtel soient confiées à des prestataires extérieurs. Ce matin, l'hôtel a accueilli ses premiers clients. Même s'il reste encore quelques finitions, Djéou Village est en phase opérationnelle. Les 10 bungalows de l'hôtel et le restaurant sont prêts à accueillir la clientèle avant l'inauguration officielle prévue au début du mois de juin. Voilà un reportage signé de René Ixeko dont nous saluons la mémoire puisque vous le savez, il nous a hélas quittés depuis. Alors Jules Nekoeng, on le voit, les retombées dont vous parlez, elles se sont produites finalement. Oui, bien sûr. 20 ans après, on peut dire que ces hôtels, les hôtels du groupe SODIL sont une réussite.
Vous avez gagné une étoile d'ailleurs au passage, on a été en 2 étoiles, on est à 3 étoiles aujourd'hui. Oui, oui. Bon, au-delà des étoiles, moi ce que je souhaite dire, c'est que 1996, on est à 8 ans du début des accords de Matignon. Beaucoup de gens ici en Calédonie ne donnaient pas cher du développement économique dans les îles. C'est-à-dire qu'il y avait des réticences. Il y avait une réticence, il y avait ce discours qui consistait à dire vous ne ferez jamais de développement ou très difficilement, vous ferez très difficilement du développement économique dans les îles. Aujourd'hui, je pense que le groupe Sodil, la province via le groupe Sodil a montré sa capacité à faire des choses. Ces hôtels sont une véritable réussite, ça a créé des emplois, ça a créé les effets induits dont je parlais dans le reportage. Donc oui, en même temps, moi je voudrais saluer ce soir le courage des autorités coutumières, hein, des GDPL, qui ont pris la décision d'installer ces hôtels sur leur terre. Donc c'est très important. William Iagué, votre lecture, vous, du développement économique dans les îles, on part justement d'une période où il n'y a rien pour arriver aujourd'hui où il y a, on va dire, on part peut-être de 0, mais on arrive aujourd'hui à plus 10 ou plus 20. Comment vous le voyez? Oui, tout à fait. Je pense qu'à partir du moment où, au niveau des îles Loyauté, 98% des terres sont coutumières, les partenaires obligés en fait, du développement économique sont les autorités coutumières et notamment les représentants des GDPL. Et donc je pense que ce qui est important, c'est que c'est ce partenariat-là. Ça a une certaine exemplarité en matière de dynamisme, mais aussi en matière d'anticipation. Parce qu'il y a 20 ans de ça, des gens ont cru en fait à ce que ce genre de projet, notamment touristique, s'installe sur terre coutumière, et notamment aux îles Loyauté, ce qui n'existait pas par ailleurs. Mais il a fallu une stratégie, il a fallu des objectifs. Donc, vous avez créé un socle. Comment ça s'est passé les différentes étapes de gestation et de mise en œuvre, j'ai envie de dire? Je pense qu'il y a eu un projet à l'époque qui a été en fait assis au niveau de la collectivité provinciale. Mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'au départ, il y a une volonté de la part des autorités coutumières et de la part des représentants fonciers. C'est cette volonté-là en fait, qui a fait naître en fait, un projet. Ce projet-là a été accompagné et mûri avec la collectivité provinciale. Et à partir de là, donc, on a assis en fait, une infrastructure avec des services autour et puis une clientèle qu'on fait venir de l'extérieur, à la fois de la province des îles Loyauté, mais aussi du territoire. Alors depuis 2 ans, 2014, c'est cette fameuse direction de l'économie intégrée dont vous êtes la directrice, hein, Madame Béharounet. Dites-nous un petit peu, quels sont il y a des chiffres, on a des chiffres sur les records de toucher de bateaux, de pénétration touristique. Expliquez-nous un petit peu. Oui, alors la commission économie intégrée qui a été mise en place depuis 2014. Donc, juste après les élections provinciales, une nouvelle mandature, l'exécutif provincial a décidé et a permis, à partir de la commission développement économique, la scission de 2 commissions dans l'économie intégrée. Donc, c'est la commission que vous présidez? La commission que je préside et la commission développement durable et recherche appliquée. Donc, il faut savoir que la politique des filières existe déjà depuis 10 ans. Donc, 2014, c'est une reprise d'activité et une réorganisation des services de la direction économique. Mais comment vous avez fait? Quelle a été votre méthode? Vous avez fait des partenariats, des conventions? Expliquez-nous pour le grand public qui ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Donc, sur le fonctionnement, il faut savoir que d'une part, la direction, d'une part, le financement de nos projets économiques relevant du Code provincial d'investissement et d'autre part, ce partenariat justement avec les sociétés, les associations, les organismes différents, comme aussi les acteurs, tous qui intervenant dans le développement économique. Et ça sur les 3 îles? Sur les 3 îles. Il faut savoir aussi que cela résulte bien de la volonté politique de créer cette commission de développement durable pour mieux considérer cette dimension de développement durable dans l'action provinciale. Par exemple, si on prend la fête de l'avocat à Marais, quels sont les résultats?
Il faut savoir qu'en province des îles, sur l'ensemble des îles, nous avons 10 fêtes événementielles, dont 3 fêtes événementielles par île. Et là, au mois de septembre prochain, du 9 au 11 septembre, nous avons la foire des îles. Et au niveau retombées économiques, chaque événementiel, en retombées économiques, environ 3 millions par fête événementielle. Et la fête de l'avocat, qui est une fête un peu plus exceptionnelle, parce que là, on a environ plus de 9 millions de retombées financières. D'accord. Et là, on est dans la baie des Assauts, on est à la tribu des Assauts. Et là, ce sont des touchés de bateaux qui génèrent énormément de revenus, Jules Nécoing. Oui, effectivement. Moi, quand on regarde les chiffres, l'année dernière, ici sur Lifou, sur 2015, il y a eu 105 bateaux de croisière qui ont accosté ici sur Easso. Donc ça a généré, et sur Lifou et sur Marais, 367 000, disons, croisiéristes. Donc ce sont des gens, lorsqu'ils débarquent à terre, ils consomment un certain nombre de prestations qui sont proposées par les gens du WET, mais pas que par les gens du WET. Je crois que c'est important aussi de le préciser. C'est-à-dire qu'au départ, la SARL Médina WET a piloté cette activité, mais aujourd'hui, ça a fait bénéficier à l'ensemble de l'île, puisqu'aujourd'hui, vous avez des prestataires des 2 autres districts, le district de Gaïcha et Lessi, qui en bénéficient également. Et on en parlera tout à l'heure avec le coutumier, représentant coutumier du WET. Alors Isabelle Laran, si on va un peu plus loin pour essayer de comprendre comment cette économie intégrée peut bénéficier toutes les strates de la société, finalement des îles, vous êtes une structure qui aidez à créer des projets qui peuvent venir nourrir justement des politiques publiques. Alors comment est-ce que vous arrivez en appoint à ces politiques publiques? On a bien compris ce que nous a dit Mme Béharouné, pardon. Comment est-ce que vous arrivez en appoint? Effectivement, nous, on s'appuie sur la politique provinciale, puisqu'on est un petit peu un outil aussi qui contribue à la mise en œuvre justement de tous ces projets. Alors pas de tous les projets, mais d'une partie des projets, puisqu'on aide, nous, à financer les porteurs de projets qui n'ont pas l'apport personnel suffisant pour obtenir des prêts bancaires. Et surtout, on fait tout un accompagnement à la fois sur la structuration du projet, mais aussi, une fois que le projet est lancé, on les accompagne pendant plusieurs années. Donc l'idée, c'est effectivement de faire des choses durables, comme le disait Mme Béharouné, et d'accompagner des porteurs de projets. On a eu beaucoup de porteurs de projets. Des exemples, par exemple? Voilà, par exemple, beaucoup de transporteurs pour les croisiéristes, donc au départ à Lifou, maintenant sur Marais, des gens qui font de l'accueil en tribu, des tables d'hôtes, quelques artisans, beaucoup de tourisme. Mais c'est vrai qu'avec les croisiéristes, il y a eu énormément de transporteurs qui sont arrivés pour effectivement... Et comment les personnes que vous aidez dimensionnent-ils leurs projets? Est-ce qu'ils les sous-dimensionnent, surdimensionnent? Parce que vous faites de l'accompagnement, vous faites du conseil, vous faites des dossiers pour eux. Comment ils agissent finalement au quotidien quand ils viennent vous voir? Alors on a un petit peu de tout. C'est vrai qu'il y a des gens qui d'entrée sont très prudents et préfèrent démarrer petit, quitte à grossir par la suite. Mais c'est vrai qu'on a quand même aussi une forte tendance à avoir des projets souvent surdimensionnés au départ. Et il faut ramener un petit peu les choses à la réalité parce que derrière, il y a des emprunts à rembourser. Et il faut pérenniser cette activité. Ce n'est pas le tout de faire quelque chose de beau, de gros, de tout neuf, qui brille. Il faut pouvoir après l'entretenir, il faut pouvoir vivre avec, parce que quand c'est trop gros, ça dépasse un peu. On a l'habitude de vivre avec des choses en tribu, on vit comme ça. Et quand on se retrouve avec quelque chose de trop gros, ça nous dépasse un peu et finalement les gens ne sont pas si à l'aise que ça. Donc souvent on diminue un petit peu les projets, on revient à quelque chose de plus terre à terre. Vous avez parlé tout à l'heure, Jules Nécoing, de l'association des GDPL. Quelle politique vous avez mis en place de développement vis-à-vis des GDPL? Comment ça s'est traduit concrètement? Vous avez fait des participations financières dans les capitales, dans le capital des sociétés. Expliquez-nous comment ça a fonctionné. Alors, il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les coutumiers, donc, bien que la décision politique est prise par les élus de faire les hôtels, par exemple, mais la décision politique a aussi été accompagnée par la décision coutumière, qui est d'accepter ces hôtels sur l'espace dévolu aux coutumiers. Donc, je prends par exemple le cas du Déou Village.
on est sur un espace où il y a plusieurs propriétaires fonciers. Donc, ils se sont regroupés dans un GDPL avec un mandataire. Et le GDPL donc, a été associé dans la société civile immobilière qui était propriétaire à l'époque de l'hôtel, mais également actionnaire dans la société d'exploitation. Bon, au-delà de ce montage, on a aussi créé des schémas innovants. Hein. Moi, je pense que ça, c'est important parce qu'on l'a fait ici aux îles, mais c'est un peu la même politique qui a prévalu au nord. C'est-à-dire qu'il y a une redevance de bon voisinage qui a été distribuée aux propriétaires fonciers pour un petit peu les stimuler hein, dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un client dort à l'hôtel, il y a une petite partie qui est reversée au GDPL. Et on a un projet en ce moment avec une chaîne internationale. Où est-ce qu'en est ce projet, pour ne pas la citer, la chaîne Hilton? Je pense que le directeur général de Sodil va nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est dans ce projet-là qui est... Ce projet-là a été quasiment bouclé. Aujourd'hui, ce projet-là bénéficie d'une demande en défiscalisation à la fois métropolitaine et locale. Et donc, on est au stade aujourd'hui de l'attente en fait de la réponse par rapport à ces demandes d'agrément. Et dès que ces demandes d'agrément seront données, tout le reste devrait suivre. Ouverture quand ? En fait, le top départ, ça va être l'accord de la défiscalisation. Après, c'est à partir de ce moment-là qu'on déroulera le rétroplanning. On a bien compris les effets d'entraînement, Madame Béharounet. Ça va finalement du tout petit commerce. On parle des mamans qui viennent vendre leurs produits de la terre, les pêcheurs qui ont des produits de la pêche. C'est vraiment ça l'économie intégrée, hein, si on veut schématiser un petit peu. Donc l'économie intégrée, il regroupe bien tous ces secteurs potentiels, ces secteurs clés de développement économique de la province des îles. Donc on a le secteur de la pêche, de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat et du commerce. Et pourquoi ces secteurs-là? Parce que, par exemple, l'agriculture et la pêche, ce sont des activités que nos gens dans les tribus, nos gens des îles, ils pratiquent quotidiennement. Donc, au niveau du tourisme aussi, nous nous appuyons là sur une autre je dirais, ressource, comme le tourisme de croisière qui est en plein essor en province des îles, voilà, dépourvu de nickel. Mais il faut savoir aussi que donc, au niveau du tourisme, on a surtout ce secteur-là par rapport à nos ressources naturelles aussi, comme nos sites, nos plages. Et au niveau du commerce et de l'artisanat, qui est un secteur aussi qui est très développé, puisque dernièrement, on a eu sur l'IFU un nombre de dossiers importants, c'est-à-dire beaucoup d'aides que nos promoteurs ont pu bénéficier l'année dernière. Alors là, on parle de commerce, de l'artisanat, du tourisme. L'agroalimentaire, William Yagué, c'est la même chose. Le rôle de la Sodil dans les projets agroalimentaires, ça se passe comment ? Pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Aujourd'hui, donc là, au niveau agroalimentaire, donc en fait la Sodil, dans le deuxième volet en fait de ses missions, c'est la gestion en fait des équipements et des activités connexes. Hein. Et au niveau agroalimentaire, donc on gère un certain nombre d'unités. Ce sont des unités de conditionnement de produits agricoles, des unités de conditionnement de produits de la mer, mais aussi d'autres unités comme la maison de la vanille et autres. Et donc en fait, l'idée de ces unités-là, ça a répondu quelque part à une demande en fait des porteurs de projets, mais aussi des professionnels, dans la mesure où, que ce soit les pêcheurs ou les agriculteurs, ils n'avaient pas le temps, ni l'énergie, ni les moyens d'amener en fait le produit qu'ils produisent et qu'ils pêchent, par exemple, directement chez les clients. Donc en fait, le rôle de ces unités-là, c'est à la fois d'acquérir ces produits-là, de les conditionner et de les commercialiser. Donc vous laissez les pêcheurs pêcher, les agriculteurs cultiver, et vous vous occupez de la suite. Tout à fait. Donc c'est le mandat qu'on a eu dans de la collectivité provinciale pour gérer. Alors on vient d'avoir un tweet qui nous dit « Les projets aux îles Loyauté ne manquent pas, mais les jeunes manquent ». Qu'est-ce que vous répondez à cela, Jules Nécoing? Vous qui êtes entrepreneur, les jeunes manquent vraiment? Non, moi je pense que les jeunes, ils sont là, ils sont pleins d'initiatives, ils sont entrepreneurs. Je crois que le débat de ce soir montre qu'il y a un certain nombre d'organismes de financement, disons, qui peuvent octroyer un certain nombre de financements pour financer leurs projets. Maintenant, il y a le problème du foncier, il y a le problème
des réalités que l'on vit aussi ici sur les îles, parce qu'il y a des contraintes qui sont liées à l'insularité. Et vous, Madame Laran, vous pensez que les jeunes manquent? Est-ce que vous avez des jeunes qui s'impliquent dans des projets? Vous en avez beaucoup ou pas beaucoup? Alors on en a un peu plus depuis quelques années, où on a l'impression en tout cas que certains jeunes qui sont partis faire des études ou pas, et qui en tout cas n'étaient plus dans les îles, ont tendance à vouloir retourner justement chez eux et d'y apporter un peu ce qu'ils ont appris. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve là dernièrement, soit avec des gens qui reprennent un peu la suite de la famille, même si celle-ci n'était plus en activité. On a une petite distillerie de Santa Lauvea, on a un élevage de poulets et une ferme avicole sur Lifou. On a un jeune qui veut faire un bateau à fond de verre pour les croisiéristes. Voilà, ça, ce sont que des jeunes qui soit reprennent la suite, soit arrivent avec des idées nouvelles en tout cas, et apportent ça. Et je trouve que c'est bien de voir qu'il y en a qui retournent, parce que on l'a vu cette semaine, il y a une érosion quand même de la population qui est assez importante dans les îles. Donc c'est important, on est d'autant plus attentif quand il y a effectivement des jeunes qui retournent sur leur île. Cette question de la jeunesse, William Yaguet, vous en pensez quoi? Il faut quand même dire que 40% de la population des îles Loyauté a moins de 20 ans. Donc ça veut dire que la population jeune, elle est là. Et donc aujourd'hui, elle est au-devant d'un certain nombre de projets, à la fois personnels, mais aussi derrière, par rapport à des activités qu'ils font par ailleurs, que ce soit sur la province des îles, mais aussi au niveau des autres provinces. Et donc, quelque part, ces jeunes-là, à un moment donné, vont revenir armés de projets, mais aussi d'idées qui vont dynamiser en fait le développement économique de ce territoire des îles. Votre direction, Madame Béharoudé, a un budget qu'on dira suffisant ou insuffisant, 1,344 milliard de francs pacifiques. Ça suffit pour mener à bien les actions que vous envisagez? Sur le contexte budgétaire quand même de 2016 relevant quand même une baisse, des baisses par rapport aux recettes fiscales dédiées aux provinces, des baisses de dotation au niveau DGF, fonctionnement et investissement. Et donc il y a une baisse des ressources provinciales. Mais est-ce que ça vous empêche de mener à bien des dossiers ou pas? Depuis 2 ans, le budget a régressé. Et donc nous, au niveau de la Commission de développement économique, la province est compétente en matière de développement économique. Donc la province poursuit le développement économique, met en œuvre les politiques qu'on a fixées et continue à développer justement nos secteurs au niveau de l'élevage, au niveau arboricole, au niveau agricole. Et on continue à mener ces actions-là, mais bien sûr, il faut, par rapport à ces restrictions budgétaires, faire avec les moyens qu'on a et bien sûr maîtriser les dépenses au niveau fonctionnement, par exemple. Alors on a l'impression à vous entendre que vous faites tout seul. Vous avez des partenaires ou vous n'en avez pas? Pour mener sa politique de développement économique, par exemple avec l'agriculture, la province fait appel à des organismes aussi pour mettre en œuvre ces missions comme la Chambre d'agriculture, l'ARPA et toutes ces chambres consulaires. Mais il faut savoir aussi qu'on a l'État, par exemple, sur la remise aux normes de nos structures hôtelières. On a la participation de l'État, on a aussi des participations, par exemple, de consulat de Nouvelle-Zélande pour le tourisme. Donc vous faites appel à plusieurs partenaires. Voilà. On a l'impression, Madame Laran, et on le comprend depuis le début de l'émission, que l'humain est quand même au centre de cette politique d'économie intégrée. L'humain, est-ce qu'il finalement, ce système économique va mieux, on va dire, à l'économie des îles, contrairement, on va dire, à une économie à la Ducos en grande terre, hein, pour prendre des grands schémas. Vous voyez, est-ce qu'on a ce sentiment que c'est vraiment très différent, mais que ça marche quand même beaucoup? Oui, je pense qu'effectivement, l'humain, il est au cœur. C'est une économie, entre guillemets, humaine, puisqu'effectivement, ça prend en compte les spécificités de la zone, les gens qui y travaillent, ce qu'ils vont y apporter en travaillant ou pas. Parce que, c'est vrai, quand on voit, par exemple, un pêcheur, il achète un bateau, il va pêcher
jamais tout seul, il y aura toujours quelqu'un avec lui dans le bateau et quand il arrive, il y a des mamans qui aident à nettoyer le poisson, etc. Et finalement, son projet, c'est lui qui l'a, c'est lui qui a la responsabilité, c'est lui qui rembourse, mais ça profite à tout le monde. Et c'est ça l'économie intégrée et je pense qu'effectivement, c'est une économie qui est basée sur l'humain, sur les besoins des territoires. C'est pas juste, effectivement, comme vous le disiez, à Ducos où on prend un local, on vend et puis voilà, on essaye de vendre au maximum et puis après, ça s'arrête là. Mais est-ce qu'il y a un meilleur modèle que l'autre? Est-ce que le modèle, on va dire, européen d'économie est mieux que le modèle, ou l'inversement? Est-ce que le modèle d'économie intégrée, ou est-ce qu'il faut un petit peu des deux pour qu'il y ait une complémentarité? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'un modèle trop classique ne serait pas transposable effectivement sur des terres coutumières, de toute façon déjà à la base. Je pense qu'il y a du bon dans les deux. Il ne faut pas tomber dans le trop communautaire, trop associatif, parce que malheureusement, il y a des financements, des organismes à rembourser, on est obligé d'avoir un minimum de rentabilité, mais il ne faut pas être dans le trop économique, à ne voir que les aspects financiers, il faut laisser la place à l'humain, et je pense que l'avenir, c'est ça. Et quelque part, on est peut-être en avance ici, finalement. Alors, votre avis, William Yagué? En fait, dans le développement économique, pour moi, vous avez à la fois du politique, qui est en fait toute la partie stratégique, et donc c'est le cadre qui est fixé par la collectivité, que ce soit provinciale ou communale. Vous avez la partie en fait sociale, aujourd'hui, où vous avez des impacts au niveau de la société. Mais sur ce développement économique qui est présent au jour d'aujourd'hui, vous avez le côté culturel. Et ce côté culturel, en fait, qui prend de l'importance, en fait, c'est un trépied au jour d'aujourd'hui. Vous avez le social, le politique et le culturel qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, le développement économique des îles OIT est sur ce trépied-là et on ne pourra évoluer qu'avec ces trois pieds. On pourrait rajouter l'environnemental, puisqu'on vient d'avoir un tweet qui nous dit quid de 1 million de touristes par les croisiéristes demain matin, quel impact sur l'île? Donc on pourrait rajouter le volet environnemental. En fait, le challenge en fait, demain de ce développement économique, c'est en fait la capacité en fait, d'absorption de la population, de ce tourisme, on va dire, de masse en l'espace de quelques heures dans la journée. Et cette capacité-là à pouvoir dépasser ce genre de tourisme-là, en fait, je pense qu'on pourra asseoir un développement qui soit harmonieux en fait, pour l'ensemble des populations, mais aussi qui ait un impact à la fois direct et indirect sur le reste de l'économie. Ça veut dire, Jules Nécohen, qu'il faut mettre en place une stratégie, mettre en place des objectifs et mettre en place des contrôles. Oui, moi je pense que c'est important parce que quand on parle des croisiéristes, on disait tout à l'heure sur Lifou et Marais, il y a eu 367 000 touristes de croisiéristes. Ça a rapporté sur l'économie des deux îles 270 millions sur l'année 2015, mais en même temps, il y a des impacts sur l'environnement. Imaginez quand il y a un bateau de croisière qui arrive ici à Lifou, c'est entre 800 et 1200 personnes qui arrivent à terre. Il est certain que si vous prenez ces 800 personnes et vous les emmenez à un endroit où il y a du corail, etc., les gens vont piétiner le corail, etc. Donc après, je pense qu'il faut travailler avec la collectivité provinciale, avec les mairies, avec les associations comme les gens du WET, la SARL Médine WET, etc., pour identifier des zones, parce qu'on est déjà sur un tourisme de masse. Et quand on parle du social, William Yagué, on a envie de dire, mais il faut que ces retombées économiques, cette manne financière, elle soit partagée, parce que si elle ne l'est pas, elle peut créer du ressentiment entre tels et tels opérateurs, coutumiers notamment, ou propriétaires terriens. Vrai ou faux? Je pense qu'aujourd'hui, l'opérateur ou les opérateurs qui gèrent ce tourisme-là, aujourd'hui, ont intégré en fait cette donne-là. C'est comme tout, en fait, il y a un équilibre à trouver. À partir du moment où on ne fait pas attention et qu'on crée un déséquilibre, forcément, ça va chuter à un moment donné. Et l'ensemble en fait, des acteurs vont en fait, recevoir en fait, le retour
à la fois de ces contraintes, mais aussi de ces retours négatifs. Donc c'est simplement une question d'équilibre. Hein. Et vous avez l'impression aujourd'hui, William Iagué, qu'il y a une mutation qui s'est faite à ce niveau-là, puisqu'on a parlé des réticences dès le début de l'émission, et puis aujourd'hui il y a une maturation qui s'est mise en place, et on va dire une ouverture, une concertation, et de travailler dans cette direction-là? Je pense qu'il y a une certaine maturation qui s'est faite, je pense, depuis les fin des années 90, début des années 2000. Et en fait, le défi à côté de ça, ça a correspondu en fait à l'arrivée d'Internet. En même temps, vous parliez d'humain tout à l'heure, on met l'humain au centre, mais à côté de ça, vous avez Internet et tout ce qui va avec les médias, qui font que de plus en plus, les gens communiquent à distance. Et je crois que ça va être le challenge de l'ensemble des populations, mais aussi encore plus nos populations aujourd'hui, qui vont mettre l'humain au centre, mais avec les moyens informatiques et médiatiques de dernier cri, quoi. Isabelle Laran, vous avez l'impression, quand vous montez vos projets, quand vous êtes en contact avec les coutumiers, qu'il y a eu effectivement une évolution et une ouverture, on va dire, vers davantage d'économie, d'une économie maîtrisée, comme on vient de le dire? Je pense qu'effectivement, les gens, déjà la démarche de vouloir entreprendre, c'est déjà une démarche d'ouverture, parce que forcément, on sait que ça va être compliqué, on a besoin de se faire aider, donc c'est forcément une démarche qui va vers l'avant. Je pense qu'il y a une évolution, il y a eu de nombreux exemples, hein, comme on le voit entre les fêtes événementielles, les croisiéristes, les hôtels qui se sont construits. On voit ça un peu partout sur le territoire, même sur la Grande Terre. Et je pense qu'effectivement, les gens ont compris qu'il y avait peut-être, comme le disait William, un équilibre qui pouvait être trouvé. Et équilibre fragile, hein, certes, qu'il faut savoir maintenir, mais c'est possible. Et je pense qu'on va vers ça. Question plus politique à Isabelle Béharounet. Effectivement, on est en réflexion sur l'avenir institutionnel de ce pays. Demain, vous êtes en pleine souveraineté. Est-ce que ce modèle économique peut suffire et peut supporter effectivement une absence de financement extérieur, de partenariat extérieur, tout simplement parce que vous êtes en pleine souveraineté et que tout ça peut changer? Déjà très prochainement, le 31 août, on aura une commission plénière au niveau de la province des Îles. Et donc dans cette commission plénière-là, on fera un diagnostic, un état des lieux de chaque filière et voir par la suite qui marche, qui ne marche pas. Et ça nous permet aussi de voir de prioriser certains secteurs et puis de cibler par exemple les besoins réels de la population et donc proposer des perspectives, des nouvelles orientations, des solutions qui permettront par la suite d'avoir une économie plus adaptée, endogène, avec ce qui existe déjà ici chez nous et pour pouvoir bien sûr répondre aux besoins réels de la population. Car c'est notre devoir aussi de rassurer nos concitoyens sur, par exemple, les prochaines élections de 2018, les échéances référendaires. Mais la question du tweet était un peu plus, on va dire, ciblée dans le sens où y aura-t-il assez de manne financière pour subvenir justement à cette économie intégrée au niveau de votre avis, Monsieur Nekoeng? Moi, je pense qu'il faut faire les deux, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut créer des entreprises, je dirais classiques, qui vont payer des salaires, qui vont payer de l'impôt sur les sociétés, parce que demain, dans le cadre justement de la construction du pays, le pays de demain aura besoin de ressources pour financer les écoles, pour financer les routes, etc. Par contre, il faut continuer à maintenir ce que l'on pourrait appeler cette économie informelle, ou ce que la SARL Medinet a fait avec les croisières, c'est-à-dire que ce sont des mamans qui viennent vendre leurs produits, etc., mais qui ne veulent pas s'installer dans une sorte d'entreprise classique. Donc je crois qu'il faut faire les deux demain dans le cadre de la construction du pays, mais il est certain qu'il faut densifier
disons, le tissu économique ici dans les îles, pas seulement dans les îles, mais sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, parce que demain, il va falloir que le pays compte sur ses propres ressources, venant notamment des entreprises, etc., pour pouvoir financer son développement. Votre vision à vous, William Iagé? Je pense qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi, donc il faut il faut travailler en fait dans cet état d'esprit-là. Et puis, je pense, comme on parlait tout à l'heure des hôtels au départ, il y a 20 ans, personne n'y croyait. Donc votre question, en fait, elle anticipe une période qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. Donc je pense qu'à partir du moment où les gens sont solidaires, ils croient qu'il y a une volonté dès le départ, je pense que les gens vont se donner les moyens pour l'avoir. Et donc, si on n'y croyait pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Restons dans le milieu des entrepreneurs. Jules Nécoing, vous étiez avant dans les institutions. Aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur. Vous avez versé 30 millions de salaires, je crois, en 2015, c'est ça? Oui. Et vous employez 10 personnes dans une structure que vous avez créée. Donc, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. Est-ce que vous avez des contraintes en tant qu'entrepreneur dans les îles, tout simplement en faisant venir des produits, en les commercialisant, en les vendant, en les réparant? Quelle est votre perception par rapport à ça? Est-ce qu'il est difficile d'être un entrepreneur finalement dans les îles? Oui, moi je pense que les conditions que l'on vit ici sur les îles ne sont pas les mêmes que sur Nouméa. Je ne sais pas, je prends l'exemple par exemple, quand on a une machine qui tombe en panne, etc., ben, on appelle un mécanicien spécialisé qui vient, qui vient regarder la machine. Il y a d'abord, il va diagnostiquer la panne. Il n'a encore rien réparé, mais on lui a déjà payé un billet à 25 000 francs, etc. Donc, on lui paye son forfait d'immobilisation pour la journée, c'est en gros 60 000. On lui a payé déjà 85 000, il n'a encore rien fait sur notre machine. Donc après, il repart à Nouméa, il achète la pièce. Il revient sur Lifou, on lui repaye un billet d'avion, on lui repaye un forfait parce qu'il doit réparer, etc. Un jour, 2 jours, on lui paye une location de voiture, etc. Si vous comparez nos conditions, enfin, je prends cet exemple-là, avec un entrepreneur de Nouméa qui a sa machine qui tombe en panne à la vallée du Tir, qui appelle son mécano sur Ducos, etc. Le mécano, il se déplace, sa machine est réparée tout de suite dans la journée. L'entrepreneur des îles aura 200 000 francs, on va dire, de frais. Et l'entreprise de Nouméa aura à peu près, je sais pas, on va dire 50 000 francs. Donc vous nous dites en clair, si je décode, le privé ne peut pas tout. Donc vous demandez à la collectivité de venir vous aider d'une certaine façon ou pas? Moi, je pense qu'au niveau de la collectivité, Madame Berrunet parlait tout à l'heure du Code provincial des investissements. Il y a déjà des aides qui sont octroyées par la collectivité provinciale. Après, je pense qu'il faut réfléchir sur des dispositifs autres que les mesures classiques. Je reviens par exemple au tourisme. C'est un bon exemple, puisque aujourd'hui la collectivité provinciale a doté un fonds de concours de 60 millions pour venir en aide, disons, pour payer partiellement le prix du billet d'avion d'un touriste qui vient sur les îles. Donc 60 millions. L'année dernière, en 2015, il y a eu 6 000 touristes qui ont bénéficié de ce dispositif et ça a représenté un chiffre d'affaires de 368 millions. Donc c'est quand même un effet multiplicateur de 6. C'est-à-dire que la province met 60 millions et de l'autre côté, il y a un apport au niveau de l'économie de 370 millions, on va dire. Donc voilà, il faut aller vers ce genre de mesures parce qu'on ne peut pas rester sur des mesures classiques en matière de soutien aux entreprises. Comment vous entendez cela, Monsieur Iagé, vous qui êtes dans les institutions? En fait, la problématique en fait, aux îles Loyauté, c'est que c'est un éclatement géographique qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, elle a par exemple 4 ports, autant de centres médicaux. C'est comme si vous aviez autant de ports et d'aéroports sur Dimbert, Mondor, Païta, quoi. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, on est obligé de faire avec cet éclatement géographique-là. Et donc c'est important en fait qu'on prenne en compte ça. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'après la signature des accords,
La province des îles, bien sûr, comme la province ensemble, la province des îles a démarré à zéro. Il n'y avait rien. Il n'y avait quasiment rien sur les îles. Donc en fait, pendant 10 ans, de la fin des accords jusqu'à la fin des années 90, on a mis en place des infrastructures. La province des îles a mis en place des infrastructures. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, quelque part, la demande, en fait, c'est qu'il y ait une solidarité, en fait, territoriale à ce niveau-là. Parce qu'on essaie de rattraper, en fait, quelque part, un petit peu cet éclatement géographique. Mais il faudrait quelque part qu'on ait le même prix du produit ici aux îles que sur Nouméa ou ailleurs. La première partie de l'émission touche à sa fin. Merci à vous quatre pour être venus nous expliquer les fondements, l'historique de cette économie intégrée et son fonctionnement surtout. Et nous avons pu comprendre qu'effectivement, elle a une raison d'être ici dans la province des îles avec des retombées et une faisabilité qui est maintenant probante. Merci à vous.